baie dominée par le Bellevue, qui porte bien son nom, le Bellevue, l'ancien casino, qui fut d'ailleurs le premier établissement de jeu à ouvrir ses portes sur la côte basque, c'était en 1858. Biarritz est alors la ville des princes, des rois et de l'empereur. C'est d'ailleurs à cette époque que Napoléon III et l'impératrice Eugénie vont en faire une station balnéaire de réputation mondiale. L'ancien petit port de chasseurs de baleines va ainsi devenir le lieu de villégiature des aristocrates et des artistes. Un havre de paix où depuis plus d'un siècle se côtoient tous les styles, un véritable festival architectural. Tous les voyageurs ont été séduits par la beauté de ses villas, par la lumière et par le charme de sa grande plage. Biarritz, reine des plages, plage des rois, un reportage d'Agnès Molia et Nino Hermite. L'océan aimerait bien gagner la partie. Mais accrochée à ses rochers, depuis toujours elle résiste, c'est Biarritz. De ces rocs qui ponctuent ses côtes, Biarritz aurait tiré son nom. Biarritz, en basque, les deux rochers. C'est abrité dans cette anse que l'on appelle le Port Vieux que la vie de ce petit port aurait commencé. Un port qui va devenir célèbre dès le XIIe siècle grâce à la témérité de ses pêcheurs, ou plutôt ses chasseurs de baleines biarraux. Une histoire que connaît bien Françoise Potrizel. Elle est la directrice du musée de la mer de Biarritz. Ce matin, elle nous emmène au Port Vieux où tout a commencé. Il y avait le guetteur qui était exactement de chaque côté du Port Vieux et lorsqu'il voyait le jet d'air expulsé par la baleine, avertissait tout le monde. Les pêcheurs se précipitaient vers leur chaloupe, les baleines étaient capturées et il pouvait la traîner et la mener à marée haute sur la plage. À marée basse, elle s'était échouée et il pouvait travailler facilement la baleine. Mais peu à peu, les baleines se font rares au large du Port Vieux. Et les pêcheurs biarraux chassent de plus en plus loin. Jusqu'à Terre-Neuve, leur savoir-faire fait la célébrité de Biarritz. En attendant le retour de ces pêcheurs, le petit port sommeille. Mais une petite fille joue sur ces plages sauvages et va tout bouleverser. Elle s'appelle Eugénie, elle est espagnole et elle va épouser Napoléon III. Dans son sillage, Biarritz s'éveillera pour devenir la plage des rois. Tout commence par ceci, la villa Eugénie. Sa demeure en forme de E. L'impératrice convainc son époux de la construire pour séjourner tous les ans en septembre dans ce Biarritz qu'elle aime tant. Selon Alain Puyot, historien, ce que Napoléon III souhaitait, c'était de passer des vacances ici incognito, ou presque. Il est séduit par le site. Ici, il n'y a que des dunes et puis de la roche, et puis cette plage qui sépare la villa Eugénie du village, qui est un peu plus loin, qui est à peu près 1,5 km, qui est lui-même sur un promontoire rocheux et qui domine le Port Vieux, dans lequel étaient les marins de Biarritz. Autrefois isolée, la villa est aujourd'hui un peu plus entourée. Entièrement reconstruite après un incendie, elle a été agrandie et transformée en hôtel de luxe. Oui, bonjour, c'est l'hôtel du Palais, le concierge. Je pourrais avoir 2 voitures, s'il vous plaît, à 15 h pour la gare de Mimizan. Mais l'esprit de l'impératrice a été conservé. Dans le hall d'entrée, un grand escalier menait aux chambres. Le salon principal ouvrait sur la mer, à peine 30 mètres de ses fenêtres. La structure de la maison est restée à peu près identique. Se trouvait donc sur le côté la salle à manger. Alors, elle était à peu près disposée de cette façon. N'y rentrait qu'une 40aine de personnes. C'est vraiment une cour en raccourci. Il n'y a que 8 chambres, donc il y a très peu de personnes qui viennent. Pour des raisons simples, c'est qu'il faut plus de 16 heures pour venir de Paris à Biarritz. Donc ce n'est pas toute la cour qui se déplace pour venir ici. 16 heures en train. C'est la très grande innovation du Second Empire.
Napoléon III modifie le tracé vers l'Espagne pour qu'il passe à Biarritz et le couple se déplace alors dans un train luxueusement décoré par l'architecte Viollet-le-Duc. Tous les jeudis, l'impératrice reçoit. On danse au rythme de valses créées pour l'occasion, comme celle-ci, intitulée Souvenirs de Biarritz. Isabelle II, Léopold Ier, Alphonse XIII et son épouse y côtoient des écrivains comme Prosper Mérimée. Biarritz devient le carrefour de l'Europe. Eugénie doit tenir son rang, cependant à Biarritz, elle ne cherche pas les mondanités mais la simplicité. Sa villa à l'époque n'a d'ailleurs rien d'un palace. Vous allez le voir, la villa Eugénie est une villa très simple. Voilà, nous entrons dans la chambre de l'impératrice. Le petit salon de l'impératrice, à côté de sa chambre. Elle est très simple dans son mobilier, elle est face à la mer et lorsque Eugénie ouvre ses fenêtres pour regarder l'océan, et même sans les ouvrir, elle entend le bruit de l'océan qui doit l'empêcher de dormir. Certains, oui, écoutez, le bruit que fait l'océan. Un vacarme qui exaspère Prosper Mérimée, le confident de l'impératrice. Ici, il n'arrive pas à dormir. Ce que dit Mérimée, c'est qu'avec tout ce système de fenêtres, de portes qui laissent passer le vent, le froid, l'humidité, cette maison est particulièrement inconfortable. Elle va néanmoins devenir le havre d'Eugénie, qui vient y oublier certaines déceptions. L'empereur est un homme volage. Je pense qu'il y a certainement chez l'empereur le désir de laisser Eugénie partir à Biarritz, retrouver sa famille, il y rejoint, mais toujours très tard, il se fait attendre, la laisser partir pour être un peu libre, notamment avec ses maîtresses. Quels que soient les maux, à Biarritz, le remède d'Eugénie, c'est l'océan. Elle décrète les bains indispensables à la santé et, chose peu ordinaire, y entraîne sa cour tous les jours ou presque. Aujourd'hui, la mer est grosse. La tempête a soufflé toute la nuit. Nous sommes de retour au Port-Vieux. C'est ici que le club des ours blancs suit encore au pied de la lettre les recommandations d'Eugénie. 1, 2, 3, 4, hit it! Les ours blancs, les voilà. Ils se baignent tous les jours de l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Paul a rejoint le club il y a un an. Il est conquis. Ça n'a pas d'importance, il faut. C'est une installation naturelle en fait. Certains ici se baignent tous les jours depuis 20 ans, comme Alain. C'est très bon pour la santé, ça vous donne un coup de fouet. Ça vous permet de ne pas avoir de rhume de l'hiver. C'est vrai, c'est très bénéfique l'eau de mer. Ces principes de santé sont ceux d'Eugénie. Jusqu'à ce qu'elle les mette à la mode, les bains n'étaient préconisés que pour soigner les aliénés. Et certains jours, on peut encore se demander s'il ne faut pas être un peu fou pour se baigner. Est-ce que ça surprend les gens quand ils se promènent en plein hiver et qu'ils vous voient vous baigner? Oui. Mais une personne qui m'a demandé du haut de la falaise, là, on sortait de l'eau, elle disait mais vous faites partie d'une secte pour vous baigner comme ça l'hiver? Ça m'a beaucoup amusé. Paul, c'est quoi le bain le plus froid que vous avez fait ici? Le plus froid, 9 degrés, avec de la neige le 29 janvier. Et 9 degrés, vous y restez combien de temps? 9 minutes, c'est 1 minute par degré, c'est le temps de cuisson. Et le bain le plus fou? Le plus fou ou le plus déraisonnable? Le plus déraisonnable. Le 22 mai, c'était une mer vraiment démontée, très très impressionnante avec des vagues monstrueuses. On aurait peut-être dû s'abstenir ce jour-là, mais bon, c'était quand même un plaisir d'être dans l'eau. Il faut dire qu'à Biarritz, la mer peut être particulièrement dangereuse. Voilà ce qu'était le Port-Vieux du temps de l'impératrice. À l'époque d'Eugénie, très peu de gens savaient nager, alors on avait équipé le Port-Vieux. De chaque côté, il y avait une corde pour que les gens puissent s'accrocher, éventuellement s'ils étaient pris par le courant. Et sur le rocher, les premiers guides baigneurs veillent.
Ancêtres de nos maîtres nageurs sauveteurs, ils ont vu le jour à Biarritz il y a 150 ans. Et certaines postures ne se perdent pas. Aujourd'hui à Biarritz, le mercredi, les enfants peuvent pratiquer comme partout le foot ou la danse, mais aussi le sauvetage en mer. Le bouée tube, on prend la boucle, on s'occupe plus de lui, il suit derrière. Vous mettez vos palmes et on va directement sur la victime. On va lui présenter le bouée tube pour qu'il se mette dessus les bras devant. Et on attache par derrière. Prêt? Allez hop, c'est parti. On passe à boucle. Le sauvetage en mer, c'est même devenu une discipline sportive. À Biarritz, le savoir-faire se transmet de génération en génération depuis l'époque de Génie. Aide ta victime. René, l'entraîneur, a surveillé les plages pendant plus de 20 ans. Bon, c'est pas mal. Quand je suis arrivé dans les années 60, mais tout jeune sur les plages de Biarritz, j'ai été pris en main par des guides baigneurs, puisque c'était encore des guides baigneurs. Et ils m'ont enseigné le sauvetage. C'était leur intérêt, et puis c'était une tradition d'enseigner et de ne pas garder surtout son savoir. Il fallait le transmettre. Aujourd'hui, bouée tube et paddleboard, ces grosses planches, ont remplacé la barque et les calebasses. Portées autour de la taille, elles sont les ancêtres de nos bouées. Sur la plage, tu es en train de faire ta surveillance et puis tu le trouves, il est allongé comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? On apprend aussi les rudiments du secourisme. La légende dit que c'est ainsi que furent sauvés des eaux Eugénie dans sa jeunesse et Otto von Bismarck, qui pourtant quelques années plus tard ne se gênera pas pour déclarer la guerre à la France. Il faut dire qu'à l'époque, se baigner était plutôt malaisé. On était tout habillé. Les domestiques suivaient avec des vêtements de rechange, ou mieux, des cabines portatives. Pour éviter toute indécence, la municipalité imposa que l'on se change dans des pavillons de bois, vite remplacés par des tentes rayées. Une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Tous les matins de juin à septembre, Patrick et Jean-Philippe plantent les tentes de plage. Faut tout mesurer? Ouais, on met à peu près tous les 4 mètres. Un travail de précision. C'est bon. C'est précis. Ah ça, super. Oh là, il est mort. Située au pied de l'hôtel du Palais sur la grande plage, la tente rayée est devenue une institution à Biarritz. Il y a des gens qui réservent à la semaine, au mois, à la quinzaine. C'est les habitués qui prennent tout. Ouais, d'année en année, c'est loué pratiquement. Ah oui, toujours les mêmes familles qui reviennent. Voilà, ouais. Et ça depuis des années. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils ont la même place, le même endroit, la même tente qu'ils veulent, même numéro. Ah oui, la même couleur. Voilà. C'est fini. Fini. Jusqu'à demain. Si c'est donc Eugénie qui en a fait la plage des rois, Biarritz ne serait pas Biarritz sans la volonté de Napoléon III. Ici, il n'a pas fait que se baigner, il a bâti. Sur la promenade de la Grande Plage, voici un admirateur de l'œuvre de Napoléon III, Philippe Salquin. Il voyage dans le temps grâce aux cartes postales d'époque. On s'envoyait une carte postale simplement pour dire on est passé là. Tout était pris, ça allait des rois en villégiature au clochard du coin. On a toutes les villas de la ville. Ça laisse un héritage photo, un des seuls d'ailleurs qui a été préservé de cette époque-là. C'est vrai qu'on peut complètement visiter Biarritz à partir des cartes postales. Et la visite du Biarritz de Napoléon III commence ici, sur cette promenade.
Tout au long du rivage, Napoléon III recherche les points de vue, apprivoise la nature, dans un esprit romantique et pratique à la fois. Les gens n'étaient pas du tout habillés comme aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne faisait pas des promenades dans des chemins escarpés, habillés comme l'étaient les femmes à l'époque. Corsetés, chapeautés, gantés, se promener, c'est toute une expédition. Sur le sable, on fait des haltes, avec ombrelles et chaises de bois. Un peu plus loin sur la promenade, voici le grand chantier de Napoléon III, le port des pêcheurs. Sur cette côte escarpée, il veut créer un port-refuge en reliant les rochers entre eux. Ici, la mer a déjà des très fortes amplitudes et vous aviez très régulièrement des naufrages. Pendant des jours et des jours, vous aviez les débris des navires fracassés. Un système élaboré est alors mis au point. Dans les bateaux en perdition, on envoie un filin. Les rescapés sont ainsi treuillés hors des flots. Et depuis la promenade, le public se presse pour assister à la scène. Nous arrivons au clou de l'itinéraire impérial, le rocher de la Vierge, devenu le symbole de Biarritz. On venait voir les vagues, il y a énormément de cartes postales, on voit que c'était vraiment quelque chose de très commercial. Les vagues qui passent par-dessus la jetée, c'est les grandes émotions de l'époque. On venait découvrir la mer. C'est ici que s'achève la promenade de Napoléon III. Il a apprivoisé Biarritz, mais c'est sa chute qui va amorcer la première grande période de spéculation immobilière. Les terrains de l'empereur sont vendus et lotis. Victorien, néo-gothique, néo-mauresque, tout est possible. Posées sur la falaise, certaines de ces fabuleuses demeures ont disparu. D'autres marquent encore le paysage biarrot. Mais la plus étonnante, la plus spectaculaire, c'est certainement celle-ci. Perchée au-dessus du port vieux et du port des pêcheurs, c'est la villa Le Goéland. Le propriétaire de cette demeure n'est autre que Paul, que nous avons rencontré au Club des Ours Blancs. C'est une maison qui a fait couler beaucoup d'encre. On a souvent dit que c'était une maison hantée, une maison abandonnée parce que les fenêtres étaient souvent fermées. C'est resté longtemps une maison de vacances. En fait, elle n'a jamais été ni abandonnée, et encore moins hantée, si ce n'est peut-être par nous. Paul y vit désormais toute l'année. C'est une vieille dame très attachante. Et les jours de tempête, c'est plutôt, on pourrait la comparer à Tati Daniel. C'est une vieille dame acariâtre, pleine de mauvaises surprises et de vilaines blagues. Le Goéland, c'est l'une des dernières villas de Biarritz à ne pas avoir été transformée en appartement. Pourtant ici, la pression immobilière est forte. Souvent j'ai des promoteurs qui arrivent à la maison et qui me disent « Oh là là, en voyant le hall d'entrée avec son plafond à 8 mètres, vous vous rendez compte du volume que vous perdez ?» Et je me dis « Oui, je me rends surtout compte du luxe que c'était à l'époque de pouvoir s'offrir des pertes de volume, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. » Pour conserver la villa, Paul a ouvert des chambres d'hôtes il y a 3 ans, en respectant le style de la maison. Donc nous voilà proprement parlé dans les vraies pièces à vivre dans la maison, donc le jardin d'hiver, la salle à manger, le salon. Et donc tout cet étage est resté vraiment dans son jus. Un style pas franchement régional. On est dans une maison d'apparence néo-normande à l'extérieur. En fait, sur les maisons de cette époque-là à Biarritz, il n'y a pas vraiment de style. C'est-à-dire que je pense que les instigateurs de ces villas disaient aux architectes, voilà, je veux la plus étonnante, je veux la plus belle, je veux la plus grosse, je veux la plus haute, je veux la plus large. On a l'impression que quelqu'un les a tout d'un coup imaginées, les a posées là, et que c'était pas plus compliqué que ça à l'époque. Par miracle, les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont épargné cette folie architecturale, ainsi que sa célèbre voisine. Connue de tous à Biarritz, c'est la Villa Belza. C'était une villa un petit peu sulfureuse avec un cabaret russe. C'était le lieu de folie de l'aristocratie russe qui venait à Biarritz. C'était vraiment un lieu surprenant et qui a dû faire couler beaucoup d'encre en plus à l'époque et beaucoup de champagne. La Villa Belza,
symbole d'une autre grande période pour la reine des plages, celle que l'on appelle la saison russe. Les Russes blancs, et notamment Katia, l'épouse en exil du tsar Alexandre II, s'installent ici. La vie à Biarritz s'écrit alors en cyrillique. Retour à l'hôtel du Palais. Voici un parent du comte de Tolstoï, le vice-consul de Russie à Biarritz. Entendre parler russe ici ne surprend personne. Biarritz était la villégiature préférée des Pétersbourgeois. Imaginez-vous que dans les années 1900, le quart de la population de Biarritz était pratiquement russe pendant 6 mois. Les Russes arrivaient à la fin du mois d'août et restaient ici, pour certains, pendant tout l'hiver. Les aristocrates russes, comme la famille du vice-consul, séjournent ici pour soigner leurs bronches. Sur la plage, c'est la tournée des grands-ducs. Alexis, Mihailovitch et son épouse Xenia, la reine Nathalie de Serbie, la duchesse Maria Pavlovna ou l'impératrice Maria Fedorovna. Et toujours la superbe Katia, qui organise les bals de bienfaisance pour financer la construction de l'église orthodoxe, en face du palais. Biarritz devient un petit Saint-Pétersbourg. Rien n'était trop beau pour venir à Biarritz. C'est vrai, on a toujours dit que les Russes gagnaient de quoi vivre, enfin, leurs moyens de subsistance en Russie et venaient les dépenser à Biarritz. Et il semblerait que la clientèle russe soit de retour à Biarritz. Au palais, on a embauché Yulia à la réception. Elle vient de Sibérie. Ici, en pleine saison, un tiers des clients est russe. C'est une clientèle fidèle. C'est une clientèle je crois, qui apprécie beaucoup le lieu. Il y a plein d'architectures, les maisons qui sont chargées de culture où il y avait toutes les princes. C'est une partie de l'histoire russe qu'ils viennent découvrir à Biarritz. Oui, tout à fait, tout à fait. Aristocrates, chefs d'entreprise ou artistes russes se retrouvent donc régulièrement dans ces salons feutrés. Avant eux, Tchekhov, Stravinsky ou encore Nabokov y sont passés. Здравствуйте, Vassili Pavlovitch. Aujourd'hui, Alexandre de Lacerda a d'ailleurs rendez-vous avec l'un des plus grands écrivains russes actuels. Titulaire du prix Booker, c'est Vassili Aksionov. Comme ses prédécesseurs, il passe tous les hivers à Biarritz. L'une des raisons de ma venue, c'est que Biarritz est très connu. Il y avait beaucoup de Russes qui venaient ici. Non seulement l'aristocratie, mais également des écrivains, comme notre excellent Vladimir Nabokov. Dans ses mémoires, il raconte qu'il se promenait ici quand il était jeune et que c'est ici qu'il a connu la célèbre Lolita. Depuis que je viens ici, cela fait 4 ans et demi, j'ai écrit 3 livres assez importants. C'est vraiment un lieu de prédilection pour moi. Biarritz, lieu de prédilection des artistes, le livre d'or du Palace en témoigne. Hemingway, Coco Chanel, Edith Piaf, Sacha Guitry, Picasso, Charlie Chaplin et tant d'autres y sont venus puiser leur inspiration. De port de pêche en plage des Rois, un siècle après Eugénie, Biarritz défie plus que jamais l'océan, solidement ancré sur ses légendaires rochers. Et les artistes, les écrivains, les comédiens continuent de venir se reposer, se ressourcer à Biarritz, et notamment sur cette plage dominée par son luxueux palace, l'ex-villa Eugénie. Et c'est justement d'Eugénie Montijo dont nous allons parler avec vous, Christophe Pinsemaille. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes un grand spécialiste de l'impératrice Eugénie. Serge Blanco, bonsoir. Ancien capitaine du 15 de France, figure emblématique du rugby. Vous êtes surtout originaire de Biarritz, une ville pionnière dans l'histoire des sports et loisirs en France. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais tout d'abord avec vous, Christophe Pinsemaille, revenons à Eugénie. C'est une femme qui vous passionne. En quoi est-elle fascinante, Eugénie ? Elle est fascinante d'abord parce qu'elle est la dernière souveraine qui a régné en France, qu'elle a couvert une partie du 19e siècle et du 20e siècle, qu'elle est morte en 1920,
qu'elle a été vilipendée et noircie à la fois durant son règne et jusqu'à sa mort. Et en réalité, c'est uniquement au cours des dernières années qu'on a commencé à la comprendre autrement. Et c'est une femme que rien ne prédestinait à devenir impératrice. Elle est espagnole. Comment rencontre-t-elle en fait le futur empereur Napoléon III? Elle doit cette rencontre au salon de sa mère à Paris, qui a à peu près tout fait pour organiser cette mise en contact avec l'empereur qui cherchait une épouse et qui avait été éconduit par les cours européennes parce qu'il aurait préféré dans un premier temps épouser une princesse. Et les princesses d'Europe le snobaient? Voilà, les cours d'Europe l'ont snobé et donc il s'est reporté sur cette jeune femme qui est déjà plus toute jeune, lui non plus, et dont il tombe amoureux. Oui, elle a 27 ans, lui en a 45 à peu près. C'est le coup de foudre sur le moment? Oui, en tout cas, lui qui est un homme à femme est très séduit par elle, et elle également, elle est flattée qu'il s'intéresse à elle, et puis c'est un charmeur, et elle est vraiment amoureuse. Oui. Alors, il cherche avant tout une impératrice, une femme qui va avoir les capacités d'assumer un tel rôle, et en fait, Eugénie les possède apparemment. Oui, elle a été parfaite dans son rôle, et là, il a su, dans son choix, véritablement trouver la bonne candidate. C'était le bon casting? C'était le parfait casting. Elle avait reçu cette éducation qui fait l'aisance du grand monde et elle a surtout compris l'enjeu et le défi qu'il y avait pour elle. Et elle a, durant tout son règne, veillé à être à la hauteur de son rôle et de son rang. Et en plus, elle va supporter les nombreux écarts de son infidèle de mari qui multipliait les conquêtes. Oui, il faut dire que très vite, l'empereur va reprendre ses vieilles habitudes, donc trévolage, et d'une certaine manière, l'impératrice en souffrira, et cela va contribuer aussi à, comment dire, probablement renforcer sa détermination à être plus que jamais à la hauteur de ses obligations. Et ici, ce ne sont pas les obligations officielles d'Eugénie. Quand elle vient, c'est plus pour les loisirs, pour les vacances. Elle se fait rapidement construire une villa et non pas un palais, car à Biarritz, la vie de cour est relativement restreinte en fait. Oui, la cour ne vient pas ici. C'est un petit cercle, donc les domestiques, la maison, quelques officiers et les amis qui viennent et qui sont triés sur le volet et qui font véritablement cette société choisie autour de l'empereur et de l'impératrice pour les distraire et pour s'amuser. Alors Eugénie se fait construire sa villa, mais comme elle est très croyante, Eugénie, elle se fait également construire sa chapelle qui existe toujours, nous allons la voir. C'est la chapelle impériale de Biarritz, érigée en 1864 et dédiée à la Vierge Noire mexicaine Notre-Dame de Guadeloupe. L'édifice religieux est un mélange de plusieurs styles en fait, style roman, byzantin, mauresque et même hispanique. Elle est d'origine espagnole, il faut le rappeler. Christophe Pinsemaille, l'intérieur est tout à fait remarquable avec notamment ces magnifiques mosaïques. Oui, tout cela a été, on a fait venir tout cela d'Espagne et là on trouve des abeilles, c'est-à-dire un motif ou un langage décoratif qui emprunte à la symbolique impériale. Et on a vu également le monogramme NE pour Napoléon et Eugénie. Alors il y a une chose étonnante chez Eugénie, c'est que toute sa vie, elle s'est identifiée à Marie-Antoinette. Ce n'est pas forcément très drôle comme destin, celui de Marie-Antoinette. Non, mais Eugénie a également supposé que son destin n'était pas très drôle non plus. Et donc elle a été fascinée par le sort de Marie-Antoinette et c'est vrai qu'elle va mettre à la mode ce style Marie-Antoinette, elle-même organiser des bals costumés où elle apparaît déguisée en la reine, ce qui souvent a fait jaser parce qu'on a trouvé ça un peu morbide. Il y avait quelque chose d'assez morbide dans la démarche d'Eugénie, dans la fascination qu'a exercée sur elle la reine. Alors pour soigner ses maux, ou en tout cas pour se détendre, se changer les idées, elle va voyager, elle part d'ici d'ailleurs de Biarritz à bord du yacht impérial et elle va partir pour des longues croisières. Alors elle va faire plusieurs voyages durant son règne, en Espagne bien sûr, elle va faire le tour de la péninsule, elle va également se rendre en Allemagne, ça c'est pour Ozo en 1865, également en Écosse, et puis le grand voyage de son règne, c'est évidemment en 1869, le voyage pour l'inauguration du canal de Suez. En Orient, et elle voyagera encore davantage en fait après la chute de l'Empire. Napoléon III meurt en 1873 et plus jamais Eugénie ne reviendra ici à Biarritz. Non, parce qu'en réalité, après la mort de l'empereur et surtout la mort de son fils unique, le prince impérial en 1879, elle refusera de revenir là où elle avait été heureuse avec son mari et son enfant. Donc elle va liquider ses biens et s'installer à Menton, donc dans une villa qui existe toujours, la villa Cyrnos au Cap Martin, et à Londres, à Farnborough.
Et elle va mourir chez elle, en Espagne, en 1920, c'est-à-dire un demi-siècle après la chute de l'Empire. Celle qui se faisait toujours appeler l'impératrice Eugénie avait 94 ans. Serge Blanco, c'est grâce à Eugénie, en quelque sorte, que les bains de mer sont nés ici à Biarritz. Mais la station balnéaire a vu naître d'autres activités de loisirs à partir de la fin du 19e siècle. C'est le cas notamment avec le rugby, et notamment le Biarritz Olympique, le BO, comme on l'appelle ici, c'est le club de votre carrière. Pourquoi, Serge Blanco, une telle fidélité à Biarritz et au Pays Basque? Je crois que les images qu'on a vues auparavant parlent d'elles-mêmes. On n'a pas envie de quitter un havre de paix, une ville exceptionnelle, dans la mesure où tout le monde se connaît. C'est un grand village, même si ce village a changé depuis l'époque d'Eugénie et de Napoléon III. Je crois qu'on s'aperçoit qu'il y a une commodité dans cette ville qui est exceptionnelle et que les gens nous envient, en sachant aussi qu'on est à portée de tout. Avec les temps modernes, on n'est pas loin de la capitale et on n'est pas loin des régions les plus belles de France. Et quand vous partiez pour les tournées du 15 de France, vous voyez les plus beaux sites du monde. Il n'était pas plus beau que votre Pays Basque d'origine? Surtout que Biarritz, puisque c'est vrai que j'avais pour tradition, à chaque fois que je partais en tournée, de venir juste avant de prendre l'avion, ici sur les grandes plages, et de regarder cette vue imprenable. Et puis surtout, je pensais énormément, quand je revenais, à faire la première chose, descendre de l'avion, revenir sur cette plage. Et c'est vrai que c'est un bonheur exceptionnel. La mer n'est jamais la même. C'est-à-dire qu'elle peut tromper, elle peut être plate, elle peut être forte, mais elle représente, je dirais, un petit peu tout ce qui s'est passé à Biarritz pendant de nombreuses années. Vous êtes né au Venezuela, vous êtes arrivé ici à l'âge de 2 ans, votre maman est basque. Vous vous sentez vraiment basque? Je pense, oui. La couleur peut-être pas, mais le reste, oui. C'est vrai que je me sens complètement biarro et basque de fait. Et je crois que le rugby représente bien un petit peu tout ce qui fait la tradition d'une région et tout ce que l'on peut apporter. Alors à propos de rugby, j'aimerais vous montrer, Serge Blanco, ces images. Ce sont les rugbymen de Biarritz qui, dans les années 30, faisaient déjà trembler les défenses adverses, et notamment celles des villes voisines comme Bayonne ou comme Pau. Les Biarros, double champions de France en 1935 et 1939. Et c'est d'ailleurs à cette époque que fut créée, Serge Blanco, la première école de rugby en France. Et c'était là, à Biarritz? Oui, c'était à Biarritz, avec la comtesse et le comte de Benderne, qui avaient été élevés au rang de comte et de comtesse par la reine d'Angleterre. Et cette personne a pris en main l'école de rugby de Biarritz. C'était, on pourrait dire, une mécène. Elle a permis à cette école de se développer, mais surtout elle a amené une certaine forme de rigueur. Elle a d'abord offert des équipements à tous les enfants de cette école de rugby. Elle était même, ce que l'on dit, regardante sur le fait que la propreté sur les crampons devait prévaloir par rapport à tout le reste. Un gosse qui n'avait pas des crampons propres était irrémédiablement renvoyé chez lui. Et indirectement, c'est un petit peu grâce à elle que vous êtes devenu le plus grand joueur de rugby du monde dans les années 80. Alors le rugby n'est pas le seul sport que les Anglais ont exporté et amené ici du côté de Biarritz. Il y a aussi le golf. Le premier parcours de golf a été inauguré ici, juste derrière le phare, en 1888. En fait, les Anglais apportent les sports dits nobles à l'époque. Oui, parce que ce sont des sports qui étaient pratiqués par la haute société. C'est vrai que le rugby, comme le golf, était pratiqué par des gens qui avaient les moyens. Au fur et à mesure, on s'est aperçu que les Anglais étaient les inventeurs de beaucoup de sports. Mais on s'est aperçu aussi qu'ils correspondaient véritablement à la mentalité du Pays Basque et des Biarros. Et c'est pour cela qu'on a quand même la chance d'avoir un golf magnifique qui a une vue exceptionnelle et surtout qui permet à des gens aujourd'hui de venir en nombre sur notre ville. Alors après les Anglais, Serge Blanco, ce sont les Américains qui vont faire connaître aux Français un nouveau loisir qu'on appelle alors le surfing. Nous sommes à la fin des années 50 et c'est là, sur cette plage derrière nous, que les Américains, munis de planches très bizarres, découvrent les vagues de Biarritz avec fascination. Les habitants, eux, n'en croient pas vraiment leurs yeux. Ils sont très dubitatifs. Et pourtant, en quelques années, eh bien, cet art de glisser façon nouvelle vague va déferler sur toute la côte basque. Et le surf va devenir plus qu'un loisir, plus qu'un sport, un véritable art de vivre. En 1957, ici sur la côte des Basques, au pied de la Villa Belza, une petite révolution se prépare.
Grâce à ceux qu'on appelle les tontons surfeurs, la plage des rois va devenir la reine des plages. Joël de Roné fait partie de ses précurseurs. Il se souvient. Tout a commencé devant, absolument, à cet endroit-là. J'arrivais ici avec mon Solex. J'avais des amis qui m'avaient dit qu'un Américain marchait sur l'eau. Et à ce virage, exactement là, il y a 50 ans, en 1957, j'ai vu un gars debout, tout seul sur les vagues. Il m'a dit « Tu veux ma planche ?» Je dis « Oui !» et il me l'a prêté et j'ai commencé là. L'Américain, c'est le cinéaste Peter Wirtel, ici au centre. Il part en Espagne pour le tournage du Soleil se lève aussi et lui confie la précieuse planche. Et j'ai commencé tout seul à me débrouiller parce que personne ne m'avait dit comment faire. J'ai donc fabriqué des gants de vaisselle avec des trucs collés pour faire des mains palmées, mais ça ne marchait pas du tout. Je glissais sur la planche. Jusqu'au jour où j'ai vu deux Américains qui m'ont dit « Mais non, c'est pas comme ça, il faut se mettre de côté, comme ça, pour pouvoir équilibrer. Si on est comme ça, on ne peut rien faire. » Donc ils m'ont dit ça, et ensuite ils m'ont dit « Mais Joël, mais il y a de la paraffine. C'est cette paraffine qui permet d'éviter que les pieds glissent. » Moi je ne savais pas, donc j'ai glissé tout le temps. Et ils m'ont dit « Oh, c'est pas difficile, vous prenez une bougie, coupez la bougie en deux, et vous voilà. » Et ça a commencé comme ça. La côte des Basques devient le point de ralliement des tontons surfeurs. Georges Hennebutt, Michel Barlan, Jo Moraes, René Béguet et une poignée de mordus. À la télévision, les nouvelles font même écho de leurs exploits. Non, ce n'est pas une planche à laver. Ce n'est pas non plus une planche à repasser malgré les apparences. Voilà à quoi sert cette planche. C'est l'élément indispensable au sport nouvelle vague, le surfing. Une page de l'histoire de Biarritz est en train de s'écrire. Joël de Roné le pressent. On était là, et puis quand on allait à la grande plage ou de l'autre côté à Guétari, c'était une expédition. Et quand on croisait une autre voiture qui avait des planches dessus, on s'arrêtait, on se disait « D'où tu viens ?» Maintenant, quand il y a des voitures avec des planches dessus, évidemment, on ne s'arrête plus, il y a des surf shops partout, on peut acheter des planches, des t-shirts, des maillots. C'est devenu une véritable industrie, et tant mieux. Dans ce bar, on conserve religieusement les souvenirs du temps où il fallait être visionnaire pour croire au surf. Ça, c'est une des planches que j'avais utilisées quand j'étais en Australie en 1964. Et le carnet de bord de Joël de Roné fait ici figure de reliques sacrées. Les premiers championnats de France que j'ai gagnés, et puis ensuite les championnats d'Europe, et ensuite voilà, tout a commencé dans le monde entier. Alors je vous montre encore une dernière chose, parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir de donner une leçon de surf à Catherine Deneuve. Vous voyez, elle était absolument adorable, elle est très douée. Ah oui? Très douée, elle s'est pratiquement mise debout presque tout de suite. Je l'ai poussée, remarquez, elle n'a pas pris la balle toute seule. Je l'ai poussée et voilà. Sur cette plage où tout a commencé, Joël de Roné part pour une nouvelle session de surf, 50 ans après ses premiers pas sur l'eau. À quelques mètres de là, voici la nouvelle génération. Claire Biarrotte, elle est ingénieure et quadruple championne d'Europe de longboard. Elle voyage dans le monde entier pour des compétitions. À chaque fois que je voyage, que je dis que je suis de Biarritz, tout le monde dit « Oh, Biarritz, le surf, la capitale ». Pour moi, c'est la plus belle vague du monde. J'ai pas mal voyagé, j'ai eu cette chance-là. Mais à chaque fois que je reviens, je suis très contente de surfer ces vagues-là parce que je les adore. Je vais aller me mettre à l'eau ici, à essayer de prendre la petite droite. C'est la vague qui déroule comme ça. Et parce qu'elle est assez régulière et voilà, elle me donne envie d'aller la surfer. Au pied de la Villa Belza. Au pied de la Villa Belza. Un grand symbole. Célèbre jusqu'en Australie pour ses vagues, jusqu'à l'Oural pour son air vivifiant et jusqu'à Terre-Neuve pour la bravoure de ses marins, la reine des plages compte bien illustrer le mot de Sacha Guitry. Quand on hésite entre deux plages, l'une d'elles est toujours Biarritz.
Et ce soir, il n'y a aucune hésitation possible, hein. C'est bien la grande plage de Biarritz, c'est le spectacle nocturne de ces vagues que nous pouvons admirer. Biarritz, c'est son casino municipal au très beau style art déco, d'où l'on découvre entre les piliers le phare de Biarritz. Serge Blanco, vous connaissiez ces images, les images des tontons surfeurs, les pionniers du surf ici à Biarritz? Toutes ces personnes sont connues énormément à Biarritz. C'est vrai que ce sont des gens qui ont été des précurseurs, qui ont montré une façon de vivre un petit peu différente, qui bien sûr au départ ont été, peut-être pas vilipendés, mais ont été un petit peu bousculés, parce que leur façon de vivre ne représentait peut-être pas ce que la majorité des gens pouvaient attendre. Mais on s'aperçoit que grâce à ces personnes-là, il y a une évolution exceptionnelle au niveau du surf et l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le disait un des intervenants, on s'aperçoit que le surf n'est plus une façon de vivre, mais c'est industriel. Ouais, c'est un art de vivre qui est devenu une industrie. Très fort. Et le surf, c'est un sport que vous-même vous pratiquez? Vous pratiquez tous les sports? J'ai essayé, mais je dois vous avouer très humblement que ça a duré 2 minutes. Donc il valait mieux s'arrêter, c'était pas fait pour moi. Alors le surf est aujourd'hui un élément indissociable, hein, de l'identité du Pays basque, mais il n'est pas le seul. Il y a bien sûr les fameuses fêtes basques, les chants basques, la langue basque. L'identité basque est très très forte. Oui, parce que c'est fait de tradition, de culture, vous l'avez dit, de chant. Et c'est vrai qu'ici, c'est personnalisé à travers tout cela. Les hommes sont des hommes fiers. Je crois que le Pays basque est une région très très fière. Et il faut revendiquer, alors au lieu d'aller dans des joutes physiques, il y a des joutes qui peuvent se passer à travers des chants, et notre culture est forte par rapport à tout cela. Je crois que c'est ce qui fait notre force, au-delà de la fête, le côté festif, mais c'est vrai que le côté festif nous avait été peut-être amené, inculqué par Eugénie, mais c'est vrai qu'au-delà de tout cela, on se rend compte qu'il y a une certaine noblesse dans tout ce qui est fait par le Basque. Merci beaucoup Serge Blanco d'avoir accepté l'invitation des Racines et des Ailes. Merci Christophe Pincemaille. La deuxième destination de cette émission consacrée, je vous le rappelle, à l'histoire des voyages d'hier à aujourd'hui, est la Mongolie, un pays de mythes et de légendes qui attire de plus en plus de voyageurs, et notamment des Français qui viennent découvrir en fait ces grands espaces, les fameuses steppes de Mongolie et le désert de Gobi, enclavé entre la Chine et la Russie. La République de Mongolie faisait partie, il y a 800 ans, d'un empire, le plus grand empire jamais constitué. C'était au XIIIe siècle, l'empereur Gengis Khan était quasiment le roi du monde. Aujourd'hui, il reste un héros national aux yeux des Mongols, un peuple nomade très accueillant qui vit encore dans les yourtes traditionnelles. Au royaume des steppes, c'est un reportage de Jean-Christophe Chaton et Christophe Monteil. Sur la colline, écrit en chiffres de pierre, le nombre 800. Il y a 800 ans, la Mongolie est le plus grand empire du monde. Il s'étend bien au-delà des steppes. Tous les étés, les Mongols se rassemblent pour commémorer cet âge d'or. C'est le Nadam, 3 jours de fête et de courses de chevaux. Des courses ouvertes aux enfants de 7 à 13 ans uniquement. Ce jour-là, les jeunes Mongols portent sur leurs épaules l'honneur de leur famille. Montse a 12 ans. Elle est née dans une famille d'éleveurs. Avec sa sœur pour rêve, elles ont chevauché des semaines durant à travers les collines, avec une seule idée en tête, accrocher enfin leur médaille parmi celles de leurs parents. Comment tu te sens aujourd'hui? Génial. Et tu es tendu? Non, parce que j'ai souvent participé à des courses avant. Et comment vas-tu mener ta course? Je ne vais pas trop lâcher les rênes. Ça veut dire quoi? Si vous lâchez trop les rênes en montant les collines, le cheval risque de ralentir. En tout cas, c'est ce que m'ont dit mon père et mon cousin. Avant la course, Montse entonne un chant en hommage au cheval du vent,
animal de la mythologie mongole censé porter chance. « 9 h, tous les enfants doivent maintenant rejoindre la ligne de départ. Ils sont 160 engagés dans l'épreuve aujourd'hui. Un dernier baroud d'honneur autour du drapeau, car cette compétition est aussi un rite initiatique. Le temps de la course, ils revivent l'épopée glorieuse de leur ancêtre. Gengis Khan, le héros national. Il y a 800 ans, Temujin, tel était son vrai nom, rassemble par la force toutes les tribus de la steppe. Il devient alors le chef suprême et en 1206, il prend le titre de Gengis Khan, le souverain universel. L'homme va enfin pouvoir accomplir sa destinée, la conquête du monde. La Chine, la Perse, la Russie, jusqu'aux portes de l'Europe. Le plus grand empire que les hommes aient connu, plus vaste que ceux de Rome et d'Alexandre le Grand réunis. Tous les peuples conquis se souviendront longtemps de cet empereur impitoyable et de ses cavaliers conquérants. Retour à la course. Le départ vient d'être donné. Les enfants doivent maintenant parcourir 25 km. À mi-parcours, Pourev s'est échappée, elle galope en tête. Derrière, la colonne s'étire sur plusieurs kilomètres. Montse a pris du retard, la course est déjà perdue pour elle. Une heure après le départ, la foule s'est amassée. Les premiers franchissent la ligne d'arrivée. Ceux-là recevront quelques cadeaux et leur famille 80 €, l'équivalent d'un mois de salaire en Mongolie. Pourev, elle, finit 7e, une place honorable. Un membre de sa famille la ramène au campement. Un peu à l'écart, nous retrouvons Montse, prostrée et en larmes. Elle, qui rêvait de créer la surprise, termine à la 100e position. Elle ne voudra pas nous parler. Et c'est Dashka, son cousin et entraîneur, qui va s'exprimer au nom du clan. Celui qui participe à la course pense toujours gagner, mais quand tu n'es pas trop bien placé, la colère prend le dessus. C'est humain. C'est pour cela qu'elle pleurait. En participant au Nadam, ma cousine va forcément s'améliorer. Et si vous aviez été à sa place? Vu l'application qu'on a dans la course, j'aurais pleuré moi aussi. Pareil, j'aurais craqué. Le lendemain, sur une piste du Gobi,
Nous croisons Naran, 28 ans. Là, il aide des routiers à recharger leur laine de chameau tombée sur la route. Naran enseigne le français à Oulan-Bator, la capitale. Et l'été, il guide les voyageurs de passage. La vie de prof de français est quand même plus simple, non? Moi, je dirais pas. Parce que je préfère... j'aime vraiment être à la campagne. Et c'est à la campagne que je me sens... le mieux, quoi. Comme un homme très heureux. Comme un vrai mongol, quoi. Voilà, exactement. Sinon, la vie de prof, c'est cool, mais il faut tout le temps rester. Il faut tout le temps rester à Oulan-Bator. Il faut se lever toujours très tôt. Bref, Naran préfère la steppe et les hommes qui l'habitent. Et c'est avec lui que nous allons découvrir ce pays, la Mongolie. La Mongolie, un territoire grand comme 3 fois la France. Des paysages de collines et de prairies à perte de vue. Une terre préservée où vivent 2 millions d'habitants. Principalement des nomades qui se déplacent au gré des pâturages et des saisons. Pour les rencontrer, il suffit de rouler, un peu au hasard. On va s'arrêter devant cette yourte. Et là, on peut descendre ou... Non, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Quand ils partent loin, les gens, ils enlèvent la cheminée et ils mettent un cadenas. Donc on ne peut pas rentrer. Non. Peut-être ils sont partis peut-être en transhumance, quoi. La yourte reste l'habitat traditionnel des Mongols. C'est même devenu l'un des symboles du pays. Voilà, on va s'arrêter ici pour rendre visite. Tiens, en plus il y a une yourte déjà démontée et on va rentrer tous là-dedans pour se sentir à leur hospitalité, quoi. 3 frères et leurs familles vivent ici. Bonjour. Bonjour, entrez, asseyez-vous. Vous déménagez, non? Oui, il faut qu'on bouge, il fait trop sec ici, c'est la canicule. Naran reçoit un bol d'érac, c'est-à-dire du lait de jument fermenté, et quelques morceaux de fromage. C'est la tradition pour tout étranger qui entre chez les nomades en Mongolie. On peut rentrer comme ça dans une yourte, on s'arrête, on rentre. Ouais. Parce que nous, depuis très très longtemps, je ne sais pas combien d'années, depuis des siècles, on fait ça. Si on arrive devant une yourte, si on a soif, si on a faim, on arrive devant une yourte, on rentre. Sans frapper. Quoi? Sans frapper. Voilà. Sauf que des fois, on peut trouver une corde rouge ou noire attachée à côté de la porte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la yourte, où une femme a accouché, ou une femme, ou un décès, etc. Là, dans ce cas-là, on ne rentre pas dedans, quoi. Plus tard, la famille va mettre 1 heure pour plier bagages. Le mobilier et le linge sont transportés en camion. Faute de place, la yourte, elle, fait le chemin à dos de chameau. Puis c'est la route. Une dizaine de kilomètres en direction d'un nouveau point d'eau. C'est la 5e fois que cette famille déménage en 6 mois. L'emplacement trouvé, le remontage peut commencer. Sous la direction de Badbayan, l'aîné de la famille.
Là, il assemble les murs. Ce sont 4 ou 5 treilles de bois solidement nouées entre elles. Ensuite, pour le confort, il faut ratisser là où seront déroulés les tapis. Monter enfin face à la porte, le tonneau, la clé de voûte du logis. La yourte, un habitat éprouvé depuis des siècles et qui commence à séduire loin d'ici. Vous savez qu'en France, des personnes achètent des yourtes? Ça vous surprend? Non, c'est bien. Nous, les Mongols, nous sommes nomades. Et ces maisons-là, on les utilise depuis toujours. Et on continue à vivre avec. En plus, ça se monte et se démonte simplement. C'est bien que ça se répande dans le monde entier. Et vous croyez que les Français vont réussir à les monter? Ce sont des hommes, ils ont les mêmes gènes que nous. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais vu monter une yourte. Ah, dans ce cas-là, ce sera un peu plus difficile. Il faudra réfléchir un peu pour comprendre comment assembler tout ça. Le lendemain, 7 h du matin. La yourte est montée, la vie continue. Les fillettes sont allées chercher de l'eau, elles peuvent faire leur toilette. Des amis arrivent pour aider aux travaux d'élevage. Aujourd'hui, il faut rassembler les troupeaux de chèvres et de moutons éparpillés dans la campagne. Pour cela, les hommes doivent d'abord récupérer quelques chevaux. Près de la yourte, l'un d'eux fabrique un ourga, une longue perche de bois au bout de laquelle sera fixé un lasso. L'outil est rudimentaire, mais parfait pour capturer les montures. Même si parfois l'opération peut s'avérer périlleuse. Les Mongols et le cheval, une longue histoire. Cet animal les déplace, les nourrit, les divertit depuis la nuit des temps. Avec lui, ils ont conquis des royaumes. Un ami fidèle donc, mais qui ne se laisse pas facilement attraper. Ce sont vos chevaux. Alors pourquoi s'enfuient-ils tout le temps? On laisse toujours les chevaux dans la nature. Ils sont faits pour vivre comme ça. Même s'ils sont nombreux, on ne les enferme jamais. Ça reste des animaux sauvages. Quand on voit tout ce qu'il y a autour de vous, la yourte, l'ourga, les chevaux, on a l'impression que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis le XIIIe siècle. C'est grâce à Gengis Khan que nous vivons encore de cette manière, en fin de compte. Mais nous perdons de plus en plus rapidement notre ancien mode de vie. Nous devons le cultiver pour ne pas le perdre. Bad Bayan tient maintenant à nous emmener voir un lieu qui rappelle lui aussi la grandeur du Khan. Un endroit unique en Mongolie. Une yourte aménagée en temple.
Où arrivons-nous là? Dans le temple du moine Mai Delguer. Mais nous l'appelons le temple Yurt. Au XIXe siècle, il s'est isolé ici et a fondé une communauté. Et il y a 90 ans, les moines étaient nombreux. Ça s'est développé. Bad Bayan vient souvent prier ici, dans ce temple Yurt de 250 mètres carrés. Les tentes impériales de Gengis Khan avaient la même envergure. Elles le suivaient dans ses campagnes militaires. Évidemment, à l'époque, ces lieux n'étaient pas des sanctuaires, mais des quartiers généraux. Très vite, l'empereur mongol ne s'est pas contenté de ses palais de toiles et de bois. À 2 jours de route de là, voici Karakorum. C'est ici que le conquérant mongol édifia sa cité impériale. Revers de l'histoire, elle est détruite par les envahisseurs chinois à la fin du XIVe siècle. Des années plus tard, les pierres de la ville servent à la fondation de ce monastère bouddhiste, Erdenzu. Basan Suren en est le lama, autrement dit le responsable. Un moine jeune, très respecté, un moine ouvert d'esprit aussi. Et normalement, les femmes ne doivent pas être déguisées en soldats. Dites-nous ce qui se passe là. Ils font des photos, ils se déguisent avec les habits traditionnels mongols. Ici, nous sommes sur un site historique et beaucoup de gens viennent faire des photos souvenirs. Erdenzu, un temple enserré dans une muraille longue de 1600 mètres et ponctué de stupas, 108 au total. Un chef-d'œuvre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque jour, ce monument phare attire les pèlerins des 4 coins du pays. Et pour les habitants des villages voisins, ce lieu est une aubaine. Car le monastère sert d'école à quelques-uns de leurs enfants. Chaque année, une trentaine de novices sont accueillis ici. Ce sont eux qui, chaque matin, appellent à la prière, à 10 heures précisément. Quatre heures durant, les moines vont psalmodier des textes sacrés. Tout autour, les croyants viennent accomplir les gestes rituels. Tous veulent recevoir la bénédiction de Basan Suren. Ferveur intense d'un peuple qui renoue avec sa religion. Car pendant 70 ans, la Mongolie a vécu sous influence soviétique et pratiquer sa foi était interdit. Tout se faisait en secret, chez nous, et les livres saints étaient cachés dans des coffres. À la nuit tombée, les gens fermaient leurs portes, allumaient les bougies et ils priaient. Si quelqu'un était découvert, il pouvait être dénoncé et arrêté par la police. Ça s'est passé comme ça jusqu'en 1990. Aujourd'hui, nous avons de nouveau la liberté religieuse et tout le monde pratique. Le bilan de cette période autoritaire est lourd. 20 000 moines exécutés, plus de 700 temples détruits. Comme celui-ci, le temple des Cendres en plein désert de Gobi. Il date du 19e siècle et faute d'argent, il n'est toujours pas restauré. À la chute de l'Empire soviétique,
Seuls 3 lieux saints sont restés debout. Karakorum en fait partie. Bassan-sur-Aisne est de ceux qui ont pris conscience de la valeur de ce patrimoine. Ici, 3 salles de prière du monastère ont même été transformées en musée. Ces motifs muraux sont peints avec du sable. Ce temple existe depuis des siècles et le plus important ici sont ses représentations. Elles sont magnifiques et elles font la notoriété de ce lieu. Elles racontent les grandes étapes de la vie de Bouddha. Une bande dessinée divine en quelque sorte, vieille de 500 ans. C'est l'un des trésors de Mongolie. Avant de quitter ce temple, nous voulions connaître l'opinion de l'homme de paix à l'égard du conquérant et de son héritage. Gengis Khan tuait et martyrisait les peuples conquis. Et à l'époque, c'est vrai que les gens se demandaient s'il était vraiment croyant. Vous savez, dans notre religion, il y a plusieurs voies. L'homme de bien s'élève, l'homme mauvais reste en bas. Par là, je veux dire que c'est vrai que Gengis Khan assassinait, et de ce point de vue, je ne peux pas être d'accord. Mais il a marqué notre histoire et nous pouvons quand même être fiers de lui. Gengis Khan, respecté par tous ceux que nous avons rencontrés. Le temps de son empire, il leur a offert la gloire. Rarement un homme aura incarné autant l'histoire d'une nation. Ils sont tous les héritiers du Grand Khan. Des racines et des ailes ce soir à Biarritz pour cette émission consacrée à l'art du voyage d'hier à aujourd'hui, le voyage essai nouvelle tendance. Après les grands espaces de Mongolie, nous allons nous intéresser aux trésors et à la culture d'un pays dont on parle actuellement beaucoup, c'est l'Arménie, un pays situé à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie, au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Nelly Tardivienne-Roth, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la commissaire de l'année de l'Arménie en France. Les Français ont souvent une vision un peu floue de l'Arménie. C'est un pays dont on se sent à la fois proche et éloigné. Pourquoi ce sentiment ? Je crois que cette question renvoie à l'identité arménienne. Une identité extrêmement riche, une identité complexe, à l'aune de ce destin 3 fois millénaire, de cet épanouissement entre l'Orient et l'Occident, et à l'aune aussi de cette dispersion qui a souvent été le fait du peuple arménien. Aujourd'hui encore, quand on parle de l'Arménie, de quoi parle-t-on ? On parle de 10 millions de personnes à travers le monde, dont 3 millions se trouvent dans la République d'Arménie, et le reste se trouve aux États-Unis, une très forte communauté d'1 million de personnes, en Russie, 2 millions de personnes. Et en France, la diaspora en France est importante. Au Proche et au Moyen-Orient, et en France, oui, effectivement, une communauté très importante, très vivante, de 500 000 personnes. Avec des personnalités symboliques que les Français connaissent beaucoup, d'ailleurs, comme Charles Aznavour, par exemple. Charles Aznavour est effectivement une des personnalités les plus symboliques. Il y a eu aussi Henri Verneuil, de son vrai nom Achot Malakian. Beaucoup de personnalités aussi qui ont réussi dans le monde des affaires, comme je pense à Serge Tchuruk, je pense à des entreprises comme Petrosian, comme Kélian, comme Manouchian. Il y a d'ailleurs une grande réussite, s'il y a eu une aussi belle réussite parmi les Arméniens, c'est à la fois parce qu'ils ont su merveilleusement s'intégrer, et aussi parce qu'il y a une éthique et un sens du travail. Il y a un très beau dicton qui dit que les Arméniens savent tirer le pain de la pierre. C'est très beau, effectivement. Beaucoup de noms arméniens se terminent par Ian. Quelle est la signification de cette terminaison ? C'est une désinence qui indique une filiation. Nous sommes dans un peuple oriental, n'oublions pas, et la filiation est très importante. Alors, vous avez choisi comme titre, comme slogan de l'année de l'Arménie en France, « Arménie, mon ami ». Et c'est vrai qu'entre ces deux pays, eh bien, c'est une vieille histoire. Hein. C'est une très forte histoire, très longue histoire. Elle commence au moment des croisades. Quand les croisés arrivent au Proche-Orient, ils rencontrent les Arméniens qui eux-mêmes sont arrivés de leurs terres ancestrales.
Et là, il y a une alliance indéfectible. C'est la rencontre entre deux peuples chrétiens. Exactement, une fusion par rapport à l'ennemi, naturellement, qui était musulman, l'islam. Et cette extraordinaire rencontre, ça a été comme une fusion avec des mariages. Et le dernier roi d'Arménie fut un prince poitevin, un prince français, Léon V de Lusignan. Léon V de Lusignan, qui est d'ailleurs mort en France. Alors, Léon V de Lusignan perd son royaume en 1375. Après de nombreuses errances, il se retrouve en France, où son cousin, son gracieux cousin, le roi Charles V, l'accueille. Effectivement, quand il meurt, il met ses restes au milieu des princes capétiens. Et aujourd'hui, son cénotaphe se trouve à Saint-Denis. Il y aura d'ailleurs une cérémonie en hommage à Léon V de Lusignan. À la basilique de Saint-Denis. Et héritage de cette période, des mots arméniens sont d'ailleurs d'origine française. Alors, l'un d'entre eux, notamment, est très évocateur et très usuel dans le langage. Le mot « monsieur » en arménien se dit « baron ». Lorsque les Arméniens ont vu ces chevaliers arriver, ils ont certainement été fascinés. C'est comme ça que ce mot a été préservé et conservé jusqu'à ce jour où il est tout à fait utilisé. Alors, ce que l'on ne sait pas forcément non plus, c'est que les rois de France, et notamment Louis XIV, portaient un très vif intérêt à la culture, au patrimoine arménien. Alors, il y a eu effectivement le désir des rois de France, ça a commencé avec Henri II, et Louis XIV l'a poursuivi. Il avait donné des consignes très précises à Colbert d'acquérir des manuscrits arméniens. Ce qui fait d'ailleurs que nous avons, à la Bibliothèque nationale de France, une des plus belles collections de manuscrits hors les institutions arméniennes. Ça correspondait à un désir de mieux connaître cette culture, parce que je crois que les rois de France avaient pressenti que les Arméniens, qui se trouvaient à cette époque sujets de l'Empire ottoman ou de l'Empire perse, étaient de très bons ambassadeurs, de très bons passeurs, en quelque sorte, entre l'Occident et l'Orient. Alors nous allons voir à présent ce qu'est réellement l'Arménie. Nous allons partir à la découverte de ce pays et de ce trésor. Un pays indépendant depuis seulement 15 ans, mais qui est l'héritier, vous le disiez, de 3000 ans d'histoire. Grâce à sa religion, à sa langue et à son alphabet unique au monde, le peuple arménien a réussi à traverser les siècles et à surmonter les épreuves. Aujourd'hui, vous allez le voir, la jeunesse est fière de ce passé et contrairement aux générations précédentes, c'est en Arménie qu'elle veut construire son avenir. Trésor d'Arménie, c'est un reportage signé Marc Garmirian. Une petite route au centre de l'Arménie. Un pays un peu plus grand que la Bourgogne, enclavé entre l'Iran, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie. Zaven Sargsyan est historien et photographe. Il connaît par cœur les 3000 ans d'histoire de son pays. Ce matin, Zaven se rend à Gerart, un monastère du Xe siècle bâti à Meme-la-Roche et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Zaven vient réaliser une série de photos pour le nouveau livre qu'il prépare sur les monastères arméniens. C'est une pâtisserie arménienne, une spécialité pour les jours de fête. Ce sont des noix mélangées avec de la confiture d'abricot. Aujourd'hui, c'est jour de baptême à Gerart et des dizaines de familles sont venues passer la journée au pied du monastère. Ici, c'est un lieu où les premiers chrétiens se rassemblaient avant même que le christianisme soit la religion officielle. L'Arménie est la plus vieille nation chrétienne du monde. C'est le premier pays à avoir adopté le christianisme comme religion d'État en 301. Cette foi a survécu aux nombreuses invasions qu'a subies le pays et aux 70 ans pendant lesquels l'Arménie a fait partie de l'Union soviétique. Et aujourd'hui encore, le baptême est un acte important pour les Arméniens.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es acceptée dans le royaume de Dieu. Tu es baptisée, ma fille. La tradition veut qu'à la fin du baptême, les familles partagent le vin. On est ici en pèlerinage. On avait fait la promesse de baptiser nos enfants ici, à Gerhardt. C'est très important pour nous. Voilà, c'est comme ça qu'on devient arménien. Chrétien, tu veux dire? C'est pareil, cela revient au même. Quand on est arménien, on est forcément chrétien. Ce dimanche à Gerhardt, on perpétue aussi une tradition qui, elle, remonte au temps des tout premiers chrétiens. Le sacrifice des animaux, le matar, comme on l'appelle ici, cela existe depuis des milliers d'années. Ceux qui ne sont pas assez fortunés pour s'offrir un mouton sacrifient un coq. Ce n'est pas pour manger la viande, puisqu'ensuite, la nourriture est distribuée aux pauvres. C'est plutôt censé écarter la maladie, le malheur ou la prison. Le lieu le plus ancien à Gerhardt, c'est cette crypte, creusée dans la montagne au-dessus du monastère. Les prêtres profitent souvent de l'acoustique exceptionnelle du lieu pour y répéter leur liturgie. Ici, c'est mon lieu préféré, car il est aussi accessible la nuit. D'ailleurs, j'y suis venu souvent dormir en compagnie d'amis. Vous voyez ces 4 piliers? Ils sont tous ornés de chapiteaux différents. C'est un endroit exceptionnel. De tout temps, les gens se sont rassemblés ici. C'est un lieu qui parle à l'esprit et qui donne de la force. Juste en dessous de la crypte, une autre salle réservée au culte. Sous la voûte coule une source dont l'eau est sacrée depuis le temps des païens. C'est la première église troglodyte d'Arménie. Là, nous sommes au cœur de la roche. C'est difficile de dire par où ils ont commencé à creuser. Sans doute par le haut. C'était un travail très difficile. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Sinon, tout pouvait s'effondrer. Le lendemain, Zaven a rendez-vous à 3 heures de route, plus au nord. Nous sommes au cœur des montagnes et de l'Arménie rurale. Deux à 3 fois par an, Zaven se rend à Sanaïn. C'était l'un des plus grands centres monastiques arméniens du Moyen Âge. Au XIIe siècle, 500 moines vivaient ici. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Le dernier curé est parti il y a 4 ans. Les seuls à être restés, c'est la famille Yeranian. C'est l'été, et Ovig Yeranian prend soin de son verger. Tiens, goûte celles-là, elles sont très sucrées. Ouais, j'ai déjà goûté. J'ai déjà photographié depuis votre balcon, mais en hiver. C'est bien ici parce qu'on verra bien l'église. C'était bien d'ici que j'avais pris les photos. C'est la meilleure vue. C'est qui ça? C'est vos petits-enfants? Ils sont en Russie. Mais où? À Rostov. Ça se passe bien pour eux? Qu'est-ce qu'ils font comme boulot? Oui, tout va bien. Ils sont contents. Combien de temps ils vont rester?
Ils disent qu'ils veulent rentrer en Arménie, mais la vérité c'est que nos petits-enfants sont déjà à l'école russe. Mais ils devraient rentrer, ils ont une maison, tout ce qu'il faut ici. Nous, on est les derniers à rester. On est un peu comme les gardiens ici. Fondée en 934, perchée dans la montagne, Sanaïn est un lieu de pèlerinage pour tous les Arméniens. Zaven a déjà consacré plusieurs livres à l'histoire de ce monastère. Regardez comme ce mur est beau avec ses croix gravées. Cela fait 1000 ans que les gens viennent caresser, toucher, embrasser ces murs. Regardez comme elles sont belles, ces croix dans la lumière. Mais les moines arméniens ne se sont pas contentés de graver des croix dans la pierre. Pour traduire la Bible dans leur langue et renforcer l'identité arménienne, l'un d'entre eux, vers l'an 404, invente cet alphabet de 36 lettres. Quand j'étais gamin, je venais ici toucher ces murs. J'avais la chair de poule. Vous ne trouvez pas cela formidable que ces lettres gravées il y a plus de 1000 ans puissent encore être lues par des écoliers d'aujourd'hui? C'est un lien formidable avec nos ancêtres et notre histoire. Partout en Arménie, pendant des siècles, des moines ont patiemment recopié la parole de Dieu. Des milliers de manuscrits précieux qu'à chaque menace d'invasion, il fallait cacher pour qu'ils survivent au temps. Comme dans cette salle du monastère de Akpat. On est dans la bibliothèque d'Akpat. C'est dans ces grandes amphores enterrées qu'on cachait les livres. On les recouvrait de dalles pour que personne ne soupçonne leur existence. Tous les Arméniens, même ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, se sentaient le devoir de protéger ces trésors. Sans cette foi dans notre culture, ce sont des milliers de manuscrits qui auraient disparu. Au pied du célèbre mont Ararat, Yerevan, la plus grande ville d'Arménie. À l'époque soviétique, elle a servi de modèle d'urbanisme pour de nombreuses autres villes du RSS. Pour les 3 millions d'Arméniens d'Arménie, c'est la capitale de leur pays. Pour les 6 millions d'Arméniens de la diaspora qui vivent dispersés dans le monde depuis le génocide de 1915, c'est le symbole de leurs racines. Le pays se développe en grande partie grâce à eux, avec l'argent qu'ils envoient d'Europe ou d'Amérique. Le plus célèbre a même sa photo dans les rues. C'est tout en haut, sur les hauteurs de la ville, qu'une grande partie de la mémoire arménienne est conservée. Le Matena d'Aran est un musée entièrement consacré aux manuscrits anciens. Parmi la collection exposée, la plus grande Bible jamais retrouvée, mais aussi la plus petite. C'est au tout dernier étage du musée, sous les toits de cet atelier, qu'arrivent les ouvrages à sauver. Certains ont été offerts au musée par des Arméniens de la diaspora. L'équipe est constituée de 10 femmes, toutes spécialisées dans un aspect de la restauration, et dirigée par Gayane Eliasian. Voilà un des derniers manuscrits que nous avons reçus. Il était très sale. On l'a déjà un peu nettoyé, mais il n'est pas trop abîmé. On a eu pire. Faire revivre les enluminures, nettoyer, rehausser les couleurs, faire renaître les encres de la calligraphie, un travail patient et méticuleux, pas très éloigné de celui des moines du Moyen-Âge. Moi, chaque fois que j'ouvre un de ces vieux livres en mauvais état, je passe par toutes sortes de sentiments très profonds. J'ai envie de le guérir très vite, comme si j'avais affaire à un enfant malade. Au sous-sol, dans les réserves du musée, des milliers d'ouvrages attendent d'être restaurés. Les plus vieux datent du VIe siècle et n'ont pas encore livré leurs secrets.
un véritable trésor qui renferme la mémoire du peuple arménien. Chaque jour, Gaïané tente d'en percer les mystères. Ça, c'est un manuscrit très célèbre. C'est un évangile qui a appartenu à un catholicos. Nous nous sentons investis d'une grande responsabilité par rapport à l'histoire du peuple arménien. Nous sentons le poids des siècles sur nos épaules. Nous sommes 10 personnes ici et nous ressentons tout ce poids tous les jours. Cette responsabilité est aussi partagée par les jeunes générations. Cette autre Gaïanée travaille ici, elle n'a que 23 ans. Protégée par un masque, c'est la première à ouvrir les manuscrits pour les dépoussiérer. J'adore ce que je fais. Chaque jour, c'est un plaisir pour moi d'explorer l'histoire de mes ancêtres, de me replonger dans la culture de mon pays. Les jeunes en Arménie s'intéressent à leurs racines, mais cela ne les empêche pas d'être curieux de la culture des autres pays. Après le travail, quand Gaïané quitte les enluminures du Moyen-Âge, c'est pour rejoindre des amis de son âge dans les cafés branchés du centre de Yerevan. Elles ont toutes entre 20 et 24 ans. L'une est étudiante, l'autre styliste, la dernière responsable commerciale. Elles ont toute une partie de leur famille qui, depuis l'indépendance il y a 15 ans, est partie gagner sa vie à l'étranger. Mais elles ont fait le choix de rester en Arménie. Moi, par exemple, j'ai des frères qui sont installés aux États-Unis, avec toute leur famille. Ils me demandent de leur rendre visite. J'irai bien 2 ou 3 mois visiter Las Vegas. Mais pas pour y rester. Je reviendrai après. Mon oncle et ma tante sont aussi à l'étranger, mais ils reviennent régulièrement à Erevan. Le lien avec le pays n'est pas rompu. Et en plus, où qu'ils soient dans le monde, les Arméniens ressentent le besoin de conserver leurs traditions. C'est très fort chez nous. Ils disent tous notre terre, notre langue, nos chaînes de télé. Tout ça leur manque. Ils ont la nostalgie de notre pays. Ces Arméniens de la diaspora qui ressentent le besoin de revenir se retrouvent au bord du lac Sevan. Un immense lac à 60 km de la capitale, dominé bien sûr par un monastère. Ici, on vient du monde entier retrouver les sons, les rythmes, les odeurs et les parfums d'Arménie. On est là pour être tous ensemble. On va au monastère allumer des cierges pour la réalisation de nos vœux, puis on va au bord du lac pour se refaire une santé et on rentre à la maison. Sous la tente d'à côté, on fête l'arrivée de Jeannette, venue tout spécialement de Russie. Ses grands-parents étaient arméniens. Je viens tous les étés en vacances parce que c'est ma patrie de cœur ici, mon petit pays comme je l'appelle. Et puis ce lac Sevan est tellement beau. À quelques kilomètres de là, sur l'autre rive du lac, un site très visité, le cimetière médiéval de Nourados. Une forêt de Ratchkar, ces stèles typiquement arméniennes. Depuis le IXe siècle, ces pierres tombales sculptées étaient érigées pour toutes les grandes occasions. Ce matin, c'est un groupe d'Arméniens de France qui est venu en pèlerinage écouter les explications de Gadjik, le guide.
Au Moyen-Âge, on pouvait dresser des khachkars pour n'importe quelle occasion. Ça pouvait être une victoire, ça pouvait être la naissance de quelqu'un, ça pouvait être la mort, ça pouvait être la colère, ça pouvait être la sécheresse par exemple. Et les gens pouvaient donc ériger un khachkar, faire un khachkar pour demander de la pluie, etc. Mais on ne trouvera jamais deux khachkars identiques. Parce que les maîtres de khachkar, les sculpteurs de khachkar avaient une règle d'or. C'était de ne jamais répéter les uns les autres. Là, c'est le four. Là, un cheval. Là, un tonneau. Là, encore un verre. Là, c'est le pain. Et là, la femme de la maison. C'est le 3e voyage d'Asmik en Arménie. C'est une grande émotion, c'est énorme. C'est pas la première fois que je reviens, mais je vous avoue que c'est excessivement émouvant et j'ai toutes les fibres de mon corps qui vibrent. Qui vibrent, absolument. C'est à la limite inexplicable. Nos racines sont là, pour tous ceux que nous sommes. Nous venons tous de là. L'important, c'est que nous avons été chassés de ces terres. Nous ne sommes pas partis de notre plein gré. Donc, on est très intégrés en France. La France, moi, comme dit Aznavour, je suis 100% française, 100% arménienne. Mais voilà, nous avons nos racines qui sont là. Il y a quelque chose qui parle en nous, au fond de nous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever. C'est la seule parcelle de terre qui nous reste aujourd'hui. Voilà. C'est celle-ci. Pas très loin des tombes centenaires, un groupe d'hommes est venu boire à la santé d'un mort, comme le veut la tradition. Lui, c'est un Français qui s'est fait enterrer ici. Il était venu en touriste il y a quelque temps et il avait décidé de se faire inhumer ici, dans le cimetière de Noradouz. Allez, au repos du camarade Ouzounian, paix à son âme. Il est mort à Paris ou à Marseille, mais il repose ici. Parmi les Français, Alieta reconnaît le nom du défunt. Jean-Jacques Ouzounian, c'est ça? Jamais j'aurais pensé qu'il soit là. Moi non plus. Il s'agit d'un homme de théâtre qui écrivait beaucoup de pièces de théâtre. Il est mort effectivement, il est décédé l'année dernière. Je ne savais pas du tout qu'il était enterré ici. Par amour pour cette terre, il a voulu que sa dépouille repose ici. Merci. Que tous les Arméniens du monde fassent comme lui et se fassent enterrer en Arménie. Ce patrimoine chargé d'émotions et d'histoire est pourtant menacé, car une grande partie des trésors d'Arménie se trouve aujourd'hui en dehors des frontières du pays. Voici en rose les territoires historiquement peuplés d'Arméniens. Et voici toujours en rose l'Arménie d'aujourd'hui. Une grande partie du patrimoine arménien se trouve donc désormais en Iran, en Géorgie, en Turquie et en Azerbaïdjan. En 1987, Zaven, notre photographe, avait pris ses photos en Azerbaïdjan justement. C'était à l'époque le plus grand site de stèles arméniennes en dehors d'Arménie. Il y avait des Khachkars de différentes époques, du XIIIe au XVIIe siècle. Ensuite, ce cimetière n'a plus été utilisé. Au total, à Djoulfa, il y avait près de 3000 Khachkars jusqu'au début du XXe siècle. Sur ce film, tourné de loin et sans autorisation en 2005 par des prêtres arméniens, voici le sort que l'armée azérie a réservé à ce trésor du patrimoine mondial. Là, ce sont les dernières photos qui ont été prises du site. Tout a été détruit, il n'y a plus rien. Les Azéris en ont fait un champ de manœuvre militaire. Leur seul objectif, c'est de faire oublier que c'était une terre arménienne. L'UNESCO et le Conseil de l'Europe ont fait une demande pour aller enquêter sur place. Ils attendent toujours la réponse des autorités azéries. Direction le sud de l'Arménie.
Ici, au Moyen-Âge, vivaient plus de 10 000 personnes. Nous sommes sur le site de l'ancienne ville de Yeregis. Au XVIIe siècle, elle a été rayée de la carte par les invasions et les tremblements de terre. Dans cette voiture, le directeur de l'Institut d'archéologie de Yerevan. Il est monté spécialement de la vallée pour inspecter un chantier de fouilles. Pour Aram Kalantarian, dans la petite République d'Arménie, chaque site, même mineur, mérite d'être fouillé. On a trouvé des choses intéressantes dans toutes les couches. Toutes les pièces vont du XIIIe au XVe siècle. Contrairement à d'autres chantiers financés grâce à des dons de la diaspora, celui-ci a reçu une subvention de l'État. Ces niches que vous voyez là, on appelle cela un scriptorium. Le fait qu'il y en ait beaucoup atteste que cette pièce a servi aux moines pour écrire leurs manuscrits. Un peu plus loin, l'entrée de l'ancien monastère et le cimetière. Là aussi, chaque détail a son importance. Ce sont peut-être tous des religieux, mais il n'y a pas d'archives qui permettent de le confirmer. Ce sont des tombes du XVe ou XVIe siècle, mais qui ne portent pas d'inscription sur les personnes enterrées. C'étaient des bons vivants, des buveurs apparemment. Regarde la brochette que celui-là tient à la main. Il y a toujours un verre de vin sur ces tombes. Autre regret des Arméniens, l'un des symboles de leur pays, le mont Ararat. Son accès leur est interdit car il est en Turquie depuis 1921. C'est au sommet de cette montagne biblique que l'arche de Noé se serait échouée. C'est tout près de ce mont sacré que les Arméniens ont bâti leur première cathédrale, Echmiadzin. Le dimanche, les fidèles convergent de tout le pays pour suivre la procession conduite par Karekin II, le pape des Arméniens. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel car pour la première fois, un haut dignitaire musulman, le grand moufti de Syrie, assiste à la messe. Pendant 15 siècles, l'Arménie n'a pas eu d'État. L'Église était la seule institution à fédérer son peuple. Aujourd'hui encore, elle continue à jouer un rôle politique. Celui qui organise ces rencontres diplomatiques, c'est le père Devedjian. Il est américain et a grandi à Fresno, en Californie, dans une famille de rescapés du génocide. Il y a 5 ans, il a décidé de devenir prêtre et de s'installer ici. Quand je suis en Arménie, je me sens 100% arménien. Quand je reviens aux États-Unis pour les vacances, c'est plus compliqué, c'est un mélange des deux. Ce matin, il accueille une délégation américaine qui vient financer la construction de maisons. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir de nouveau. On s'était vu à Détroit, c'est cela? Comment ça va? Bien. Vous êtes prêt à construire des maisons avec nous? Je suis toujours prêt. Le père Devedjian tient à nous faire découvrir quelques-uns des trésors d'Echmiadzin. Le premier date de 1965. Il a été fabriqué avec les pierres précieuses et l'or apportés par les Arméniens de la diaspora. Pour les Arméniens, l'alphabet, c'est sacré. C'est si important. Cela fait tellement partie de notre identité. Les Arméniens sont probablement le seul peuple au monde à avoir une image de leur alphabet dans leur foyer. C'est grâce à ces lettres que nous avons pu rester arméniens pendant 16 siècles. L'autre trésor est plus ancien. Il remonterait au temps du déluge.
La relique la plus ancienne de notre église, c'est un morceau de l'arche de Noé. C'est un morceau de bois pétrifié sur lequel on a mis une croix. Depuis toujours, je rêve de monter un jour en haut du mont Ararat. Je suis optimiste. J'espère que je pourrai bientôt gravir cette montagne. Après s'être échoué, c'est dans cette plaine que Noé aurait planté la première ville. Le paradis sur terre serait donc en Arménie. Les Arméniens, eux, depuis toujours, en sont persuadés. Et pour les Basques, qui eux aussi sont fiers de leurs racines, l'Éden se trouve plutôt du côté de Biarritz. Biarritz, où nous avons installé notre plateau dans la rotonde de l'ancien casino, cette proue de vaisseau qui domine la baie. Nelly Tardy-Vienroth, je rappelle que vous êtes la commissaire de l'année de l'Arménie en France. Nous venons de le voir dans le reportage. L'Arménie est une formidable terre de richesse et d'émotion, une terre dont vous n'êtes pas originaire et pourtant vous en êtes tombée amoureuse. Qu'est-ce qui vous a séduit en Arménie ? Je crois qu'on ne peut pas aller en Arménie sans ressentir une charge émotionnelle extrêmement forte. Je pense qu'aller en Arménie, pour les Français d'origine arménienne, c'est aller bien sûr aux sources de leurs terres ancestrales, mais pour tout à chacun, c'est aller aux sources de quelque chose, et on le ressent très très fortement. 3000 ans d'histoire, une vie actuelle qui palpite beaucoup. Donc c'est tout un mélange de choses, si vous voulez, qui fait qu'on est dans un cocktail très détonnant, en quelque sorte. Et puis ces deux Ararats, qui ne sont pas en Arménie, comme on le disait dans le film. Mais en Turquie. Et en Turquie, mais qui sont très proches, qui sont là, et qui sont presque obsédants dans leur présence, qui se cachent parfois, ils ne sont pas toujours... parfois ils sont enturbanés, on ne les voit pas. Et tout ça crée une ambiance tout à fait extraordinaire. Alors jusqu'au 14 juillet prochain, dans le cadre de l'Arménie en France, il y a toute une série d'événements culturels et notamment une très très belle exposition au Louvre. Alors, il y a 500 événements qui vont faire cette année de l'Arménie en France. Et effectivement, l'un des très grands événements, un événement phare, sera Armenia Sacra au Louvre, qui sera donc une présentation des nombreux chefs-d'œuvre, dont certains ont été finalement évoqués au cours de cette émission, des manuscrits qui n'ont jamais quitté l'Arménie et qui viendront. Et puis également la venue pour la première fois d'une trentaine de ratchkars, ces stèles que nous avons vues. Oui, les fameuses croix arméniennes que l'on a vues dans le reportage. Qui a été pour les Arméniens une façon... Les Arméniens ont été les seuls à exprimer leur appartenance au christianisme au travers de ces stèles dont ils ont hérissé et constellé leur pays. Nelly Tardy-Vienroth, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous nos invités et à la ville de Biarritz de nous avoir accueillis dans ce très beau lieu qu'est le Bellevue, l'ancien casino entièrement rénové, redécoré par le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations concernant les reportages que nous avons diffusés ce soir sur notre site internet. Cette émission était réalisée par Jean-Luc Orabona avec les moyens techniques de France 3 Productions Sud-Ouest, avec Patrick Charles, Isabelle Richard et toute l'équipe des Racines et des Ailes. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. Bonsoir.